Olivier Chanry, bonjour. Bonjour. Donc on enregistre cet entretien le 16 mai 2024 et depuis un jour ou deux, la page Facebook d'Asynchron, votre maison d'édition, affiche un bandeau noir qui affiche Mm, sobrement un RIP avec les dates 2008-2024. mm. Mais peut-être qu'avant d'aborder cette partie-là de l'histoire, je me suis dit que ça pourrait être bien pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, et pour recontextualiser aussi. Peut-être pourrez-vous nous expliquer les débuts d'Asynchron, en fait. Comment vous avez eu l'idée de créer cette maison d'édition et pourquoi? Ouais, c'est une bonne question. En fait, je trouve que bon, ça fait depuis très 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 longtemps, et même avant ça, que j'ai dans l'esprit de passer de l'autre côté du miroir, on va dire ça comme ça, puisque moi je suis un joueur depuis de jeux de stratégie notamment, depuis très 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 longtemps. Donc, j'ai commencé avec le Risque, j'ai commencé avec des jeux que mon père m'a offert, j'avais peut-être, je sais pas, 10, 11 ans, 12 ans peut-être. Il y avait notamment Sicily 43, International Team. Il y avait 1870, Jean-Pierre Desfieux, jeu des cartes. Voilà, des jeux comme ça. Et puis, à un moment donné, bah, j'ai eu envie de passer de l'autre côté de la caméra. Et voilà comment l'idée est venue. C'était solo ou avec des associés, non, je crois? Là, on a fondé à 5 ans, effectivement, avec Franck Saveris et Thierry Matray, sachant que, en fait, moi, je commençais déjà à- à faire quelques festivals, notamment Partenay. Et Franck, il avait un jeu qui s'appelait Familis. Et lui aussi faisait des festivals et on a même discuté à un moment donné de la possibilité de se regrouper entre micro-éditeurs pour créer une sorte je sais pas, de regroupement, je sais pas comment l'appeler. Et puis ça, c'est pas fait. Mais par contre, on a créé à synchronisme. Dans les premiers jeux, en tout cas moi que j'ai trouvé marquant, c'était Fief, c'est ça, je dis pas trop de bêtises. Alors, oui, c'est le premier jeu significatif, on y arrivera peut-être, pourquoi il a été. Mais avant ça, il y avait eu des tentatives de jeux, notamment un qui s'appelle Les Sept Blasons, et qui est un jeu tout à fait atypique. Un jeu de pluie, mais pas que. Et puis aussi un jeu abstrait qui est magnifique, qui s'appelle Versus. Euh, et je pense qu'on a dû faire des choses avant Fief. Je pense qu'il a dû y avoir, on a dû commencer à faire des localisations au moment-là, avec Academy Games comme partenaire notamment, et Phalanx aussi. Et donc, les premiers jeux, nous, l'image qu'on a d'Asynchron, l'ADN, c'est ces gros jeux et ces jeux, je sais pas si on peut dire wargame, en tout cas historiques, de guerre et historiques. Mm. Mais les premiers, en fait, non. C'était un jeu de pli, Ouais. c'était pas encore l'ADN comme il l'est maintenant, quoi. Bah, en fait, c'était pas encore asynchrone d'ailleurs, et moi j'avais juste flashé et craqué pour ce jeu. Effectivement, c'est beaucoup plus simple de développer un jeu de pli, enfin un jeu qui est dans une petite boîte comme ça, même s'il y a quand même des tokens, il y a quand même des jetons en carton, mais c'est beaucoup plus facile à développer. Puis de toute façon, j'avais pas de projet à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a pas, j'avais rien à me mettre sous la dent, parce qu'il ne s'agissait pas non plus, quand on commence, euh, de tout de suite se dire, tiens, on va développer un gros jeu de stratégie. Enfin, c'est du boulot, quoi. Donc, il fallait avoir le projet, quoi. On l'avait pas. Et mais donc, du coup, c'était de l'édition, comme on dit. C'est-à-dire pas de la localisation, c'est avec un auteur, développement, etc. Bah, oui, ces deux jeux, Versus et les 7 blasons, oui. Par contre, avec Academy Games, c'est de la localisation. Phalanx aussi. Après, quand on a eu Ares, c'est pareil. En fait, un jeu comme Fief, Mare Nostrum, c'est au bas mot 3 ans de développement, quoi. Ça implique plein de choses, hein, mais ça, c'est très long. Donc,
si on ramène sur 10 ans, on en fait 3, quoi. Oui, oui. Fief, d'ailleurs, c'est le premier gros projet qui. En propre, oui, en propre, tout à fait. Ouais. Et vous disiez, c'est 3 ans de développement, mais ça représente quoi? Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte de la masse de travail que ça a été. Parce que Fief, c'était déjà un jeu qui existait avant, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, mais là, je vais quand même préciser, c'est important que les gens aient conscience du fait que, à l'origine, Philippe Moucheboeuf, quand je l'ai rencontré à Parthenay, il ne voulait pas rééditer Fief, il voulait éditer un jeu de cartes. Donc, c'était une adaptation de Fief, de son Fief, celui qui avait été édité chez c'est International Team, pardon. Et donc, il était en train de vouloir proposer un jeu de cartes. Et ça ne nous a pas plu du tout. Enfin, moi, en tout cas, ça ne m'a pas plu. Parce que bon, ça marchait très moyennement et en plus, on perdait tout à fait la dimension spatiale. Il n'y avait plus le plateau. Alors, s'il y a un truc quand même qui est assez symptomatique des jeux que Asynchron édite, c'est des jeux avec, la plupart du temps, des plateaux. Et des plateaux qui représentent un territoire plus ou moins historique en général. Donc voilà, le jeu de cartes ne nous plaisait pas et moi je voulais rééditer Fief. Mais en fait, c'est pas une réédition qu'on a fait, c'est une totale refonte. On a, on a un temps de développement qui est équivalent à celui que j'ai eu avec Florian sur Defcon 1. Quand bien même il y avait un jeu qui s'appelait Fief. D'ailleurs, c'est pas très compliqué, hein, il suffit juste de reprendre, ça doit exister sur le net, les règles et le matériel de la version Fief 2 même, et puis de comparer avec notre dernière version de Fief France, et c'est juste le jour et la nuit. On retrouve Fief, mais on a réussi à faire en sorte que le jeu soit tienne dans un cadre, et que donc on puisse terminer une partie, qu'on a essayé de faire en sorte que les règles soient mieux construites, que tout soit plus fluide, on va dire. Le Fief 2, c'est un brouillon, quoi. C'est interminable. L'idée est là, mais en vérité, c'est injouable, quoi. Oui, on pourrait le comparer, toute proportion gardée, avec l'équivalent du Dune de Descartes, quoi. C'était des jeux qui venaient d'une époque où un peu moins, où les règles étaient un peu plus touffues, un peu moins carrées, on va dire. Et même sur le Je plateau, pense, je trouve, hein. je me demande même d'ailleurs si à l'époque, c'est pas tout simplement parce que c'est l'auteur qui faisait ses règles. Oui. C'est plus le cas, hein. C'est plus l'auteur qui crée ses règles, enfin, à ma connaissance. Il y a toute une équipe, hein, parce qu'on passe un temps fou en relecture. Donc, quand on dit 3 ans de développement, bah, ça implique des heures et des heures de tests. Oui, oui. Ça, Puis, ça va très vite. puis du coup arrive la campagne de financement participatif. Mm. Euh, moi, à chaque fois, je pense ça, mais peut-être que vous me donnerez tort, mais à l'époque, il me semble que vous êtes dans les premiers, non, à utiliser ce modèle-là. Oui, alors on fait partie des premiers à utiliser ce modèle-là pour ce type de jeu. Parce qu'il y a déjà des campagnes qui existent, bien sûr. Mais c'est beaucoup des campagnes pour des jeux avec des figurines, par exemple, ou du jeu de rôle. Mais pour des jeux de plateau avec quand même un caractère historique, quoi, effectivement, on est dans les premiers. Et, et surtout, ce qui nous a un peu à la fois embêtés et servi, c'est que quand on lance la campagne pour Fief, il se trouve que il n'est pas possible de la faire en France. Parce que la plateforme Kickstarter, à ce moment-là, c'est que US. Et je crois que c'est aussi Angleterre. Donc, on va vérifier, j'ai pris toutes les dates en fait. Voilà, donc on ne peut pas le faire en France. On ne peut pas utiliser cette plateforme depuis la France, donc on ne va pas s'amuser à créer une entité aux USA pour créer une campagne. Donc du coup, eh ben, c'est là où on demande à Kelly Games en fait, d'héberger la campagne. C'est nous qui l'avons agencé, conçu, animé, mais c'est via Academy Games qu'on a pu la mettre en place sur la plateforme. Parce que pour préciser, il me semble que c'est ça à l'époque, il fallait avoir une structure Oui, domiciliée aux États-Unis, quoi.
exactement, exactement. Et ça s'est joué à très peu pour Mare Nostrum. C'est-à-dire qu'en gros, ça s'est joué à 6 mois ou un an près. Et donc, on est aussi passé par Academy Games, ce qui a posé d'autres types de problèmes. Parce que quand vous faites ça, bon, bah, les campagnes ont fonctionné, très bien. Mais quand vous faites ça, vous donnez les clés au partenaire. C'est le partenaire qui reçoit l'argent. Donc, il faut quand même avoir un peu confiance, quoi. Oui, faut pas qu'il... Parce que si le partenaire met du temps à vous reverser l'argent, ça peut coincer, par exemple. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, le partenaire ne gérait que la partie cagnotte, où il devait gérer, je sais pas, de la production ou de la traduction, s'il y avait une Enfin, version en fait, internationale. en fait, c'est, comment dirais-je, faut bien dissocier les deux. Là, il se trouve qu'on a un partenaire qui nous permet de faire la campagne, sinon on n'aurait pas pu la faire. Donc, il l'héberge entre guillemets. Enfin, on peut aller sur Kickstarter grâce au fait qu'il soit domicilié aux USA. Mais après, on rentre dans la case classique. C'est-à-dire que nous, on est l'éditeur principal et bien évidemment qu'on va trouver des partenaires qui vont localiser dans leur langue. Et donc, c'est nous qui produisons pour tout le monde. C'est Asynchron qui produit pour tout le monde. Donc, en vérité, euh, on vend, Asynchron vend avec la marge de vente directe uniquement sur ses souscripteurs dans sa langue. Mais si j'ai fait un deal avec un partenaire espagnol, par exemple, eh bien, en fait, l'argent récolté sur la plateforme lui revient pas directement, parce qu'en vérité, on va le considérer comme un acompte sur ce qu'il doit nous payer pour produire les jeux. Mais les jeux, on lui vend au prix distributeur. Donc, quand on fait une campagne avec 5 ou 6 partenaires, le montant global, en fait, c'est pas celui qu'on touche. On touche le montant moins les frais de la plateforme, etc., de la population française. Par contre, pour toutes les autres populations dans les autres langues, ça va passer par le système de la distribution. Donc, on n'a pas du tout, évidemment, le même chiffre d'affaires. Ça va Ok. de soi. Oui, donc ce qu'on voit sur les campagnes, les chiffres affichés, c'est le montant global de la campagne, mais pas forcément de ce que reçoit l'éditeur. Alors, si l'éditeur, admettons, fait, par exemple, Phalanx, comme ils font des campagnes en anglais, bon, bah là, ils font la campagne en anglais, ils font le jeu en anglais, ils livrent même, donc pour eux, ça correspond. Il n'y a pas de, il n'y a pas de différence. Ce que je dis est valable uniquement si on fait une campagne en agrégeant des partenaires pour d'autres langues, sur lequel on va avoir un mode de fonctionnement tout à fait traditionnel, qui est celui d'avoir des distributeurs, en fait. Oui, oui. Oui, ce qui serait peut-être le cas quand vous avez fait c'est Freedom, si j'ai pas de bêtises. Vous avez fait juste un petit, Oui, une centaine oui, de boîtes, c'est ça? 100 ou 150 euh, boîtes, je crois. 300, je crois quand même. Ouais. Mais en fait, effectivement, c'est pour ça que d'ailleurs, quand quand j'ai vu la vidéo sur laquelle je suis intervenu en disant qu'il y avait des choses qui étaient fausses, c'est que et notre interlocuteur ne comprenait pas pourquoi des fois on faisait Kickstarter, des fois on faisait Ulule, comme si c'était un peu genre on est un peu des filous, puis des fois on fait ça, puis des fois on fait ça. En fait, c'est très simple. Quand on fait une campagne internationale, on passe par Kickstarter. Maintenant, peut-être que je passerai par GameFound. Euh, voilà. Et quand on fait une campagne sur un jeu pour le public français, bon, on passe par Ulule. Voilà, c'est aussi simple que ça. On utilise des plateformes qui est adaptée ceux qu'on veut adresser, quoi. Euh, je pensais à ça parce que donc à l'époque, c'était vous étiez parmi les premiers. Comment, parce que j'aime bien un peu des fois essayer de voir comment évoluer le monde ludique, comment a été perçu cette, ce lancement de campagne? Parce que j'ai souvenir que à l'époque, il y avait un peu la guéguerre entre les boutiques, le circuit traditionnel
et les éditeurs qui se lançaient il y avait comme une sorte de trahison. Est-ce Tout à fait. comment vous l'avez ressenti? Est-ce que ça a porté préjudice ou pas du tout sur vos futurs, le fait qu'après certains de vos jeux se soient retrouvés en boutique? Est-ce qu'il y a eu une sorte de... Alors, je ne sais pas pour la deuxième partie de la question. Pour la première, oui, clairement. On nous l'a reproché. Mon distributeur en premier à l'époque, il m'a dit, bah oui, mais ça fait de la concurrence aux boutiques. Oui, Voilà, sur un produit qui n'aurait pas pu exister. c'est bête, c'est tout, c'est comme ça, c'est très bête. Ça prouve qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Parce que, enfin, puis même, force est de constater que c'est pas ça qui fait que les boutiques vivent plus mal aujourd'hui. J'ai presque envie de dire que, presque au contraire, ça a tendance à. Enfin, je ne pense pas que ça pénalise les boutiques, et peut-être même au contraire, ça dynamise un marché. Alors peut-être à tort, malheureusement, parce qu'avec toutes les sorties qu'il y a, c'est plus ça, à mon avis, le problème des boutiques actuellement. Et puis depuis quelques années maintenant, c'est le fait qu'elles ne soient pas en capacité d'accueillir toute la production. Alors évidemment, les campagnes Kickstarter, ça amène ce foisonnement aussi de production. Ça va de soi. Mais à l'époque, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Et oui, on s'est pris dans les gencives que on ne jouait pas le jeu, quoi. Bon, ça a permis quand même Fief une très très belle version. Moi, j'ai souvenir d'y avoir joué, justement, je racontais dans la vidéo une soirée mémorable avec Philippe Moucheboeuf, notamment, et dans la version asynchron, donc très très belle version avec les... Il y avait les figurines, quoi. Comment on appelle ça Mais ça, c'est la les... dernière version, là. Ouais, ça, c'est la dernière version. Parce qu'en fait, il y a eu trois versions de Fief, enfin, pour nous, en ce qui me Ouais. concerne. Ah, j'ai pas connu la première, moi, du coup. Il y a eu Fief qu'on a fait en 2011, donc c'est la boîte noire. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de campagne Kickstarter. On a édité cette première version qui était tout à fait perfectible. Et ce qu'on a fait avec donc le Fief de 2014, qui lui est celui qui a été financé sur Kickstarter à l'aide entre autres d'Academy Games. Donc là, on était déjà dans une version qui était, même si on avait vachement travaillé sur la première édition, sur cette deuxième édition était plus aboutie, notamment au niveau du matériel. Et puis j'ai envie de dire que Fief France, c'est l'aboutissement, quoi. C'est l'aboutissement de 10 ans de travail, quand même, mine de rien, sur ce jeu-là, parce que là, au niveau du matériel et de l'ergonomie qu'apportent les figurines, parce que peut-être que certains, voire beaucoup, pensent que les figurines, c'est juste histoire de faire joli. Ça n'est pas le cas du tout. En fait, quand on joue à Fief, il faut bien comprendre que c'est un jeu où il y a beaucoup d'informations à gérer en même temps. Et pour le faire, de toute façon, on a le temps, je pense. Même si la vidéo fait 4 heures ou 5 heures, Ah c'est oui, pas oui, grave. y a pas... on est sur Internet, donc... En fait, Fief, c'est un jeu où chacun joue une famille de seigneurs. Il y a un total de 18 seigneurs, 12 hommes et 6 femmes, et on peut avoir un maximum de 4 seigneurs sur son plateau famille. Le plateau famille n'existait pas dans la version 2011. On les a introduits dans la version 2014, formaliser un peu les choses. Et donc, euh, vous avez, vous avez une pioche dans laquelle vous allez piocher un personnage, et vous allez pouvoir le poser sur votre plateau, mais vous avez aussi un standee, donc une figurine en carton avec un sac en plastique, qui reprend le même costume. C'est important parce qu'en fait, les 18 personnages ont été costumés par Patrick Donnelly-Gras, à l'époque, illustrateur de la version 2011 de Fief. Et donc, c'est que des costumes d'époque. Alors, il faut savoir que Fief, c'est pas un jeu de simulation. On brosse très large au niveau des périodes. On va Oui. du bas Moyen-Âge quasiment jusqu'à la Renaissance au niveau des costumes. Voilà, donc on a des costumes différents et donc le standee reprend évidemment le costume de la carte, donc on peut le reconnaître. Mais une fois qu'on l'a placé sur le plateau, si moi je dois identifier les joueurs, enfin les seigneurs d'un autre joueur, il faut que je dise ah ok, alors lui c'est Bidule, il est en bleu. Alors Bidule, il est en bleu, il appartient, admettons on joue à 6. Il appartient à lui là-bas, mais à 6, lui là-bas, il est dans la diagonale opposée, il est à 1,50 m de moi. Donc, il faut un peu que je me penche là-bas pour. Ah, alors lui,
il les compte, puisqu'en fait, les titres, soit les titres de fief ou d'évêché, ou bien le fait d'être roi, etc., bah, ces titres, on les posait sur le plateau famille, autour, c'était agencé autour de la carte seigneur. Voilà, donc il fallait que régulièrement, on fasse des allers-retours entre, alors lui, tel seigneur est là, il appartient à qui? Ah, à toi, et ainsi de suite. C'est très lourd. Oui. Voilà, ça fonctionne, mais c'est très lourd. Et donc, les figurines de fief, le concept, c'est qu'on a un socle déjà qui permet d'identifier la famille. Donc, on a 6 socles par 6 familles. On a un Ouais. total de. Non, pardon, 4 socles, c'est 4 seigneurs maximum. Donc, 6 fois 4, 24, on a 24 socles. Donc, en 6 couleurs différentes, les couleurs des familles. Donc, ça veut dire déjà que quand je vois un seigneur sur le plateau, déjà, je sais à qui il est, immédiatement. Et ensuite, on a rajouté des petits accessoires, un peu comme les Playmobil, c'est-à-dire qu'on a un système de petites crosses en plastique ou de petites couronnes en plastique qu'on peut mettre sur le seigneur. Et donc, ça donne tout de suite des informations importantes. On peut tout de suite savoir si le seigneur, bah, c'est le roi, si c'est la reine, si c'est un cardinal, combien il a de titres. Et le nombre de titres détermine quelle rançon potentiellement il peut valoir. Voilà. Donc, en fait, en faisant ça, bah, tout bêtement, on accélère ou du moins on raccourcit le temps de jeu, puisque tout le temps qu'on perd à essayer de retrouver l'information, et il y a beaucoup de ce temps-là à Fief, Oui. bah là on l'a instantanément. Voilà. Donc c'est plus que des simples petits figurines pour faire joli. Au passage, elles sont quand même très jolies. Oui, oui, je confirme, mais c'est vrai qu'en termes de lisibilité, enfin, moi, la version auquel j'avais joué, c'était vraiment très agréable pour ça. Et effectivement, c'est plus un jeu, moi j'ai toujours dit, c'est plus un jeu politique, parce qu'on passe son temps à faire des alliances, à se trahir, ou à voir avec qui on peut, on peut négocier des choses, etc. Euh, donc là, c'est un gros succès, en termes de, je sais pas, par rapport à ce qui était espéré, envisagé. Pour la campagne, Ouais, eh ben, la campagne, je crois qu'elle a dû faire à peu près 400 000 dollars à l'époque. ouais. Donc je rappelle que c'est pas 400 000 dollars qui vont dans la poche d'un 5 direct, hein, au passage. Et ouais, bah, c'était une belle campagne. Ça a permis d'avoir Fief je pense qu'on l'a fait en 6 langues. Évidemment, il y avait le français, il y avait l'anglais avec Academy Games, il devait y avoir l'espagnol avec Masqueoka, il devait y avoir la Pologne, l'Allemagne et l'Italie, des choses comme ça. Ça, justement, par rapport au circuit traditionnel où on dépense l'argent en premier avant d'avoir les jeux, puis de récupérer l'argent une fois que c'est vendu. Comment ça se gère quand c'est inversé comme ça? Parce que là, en fait, on récupère l'argent en premier et après, on fait des productions, on fait tout ça, les livraisons. Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est plus compliqué, moins compliqué? Ah non, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que du coup, ça, enfin, l'intérêt de. Parce que bon, en fait, être éditeur, c'est avant tout avoir une capacité de financement. Si on n'a pas de capacité de financement, on ne peut pas être éditeur, puisque évidemment, il faut avancer beaucoup d'argent en n'étant pas certain pour le coup, si on est dans un mode de distribution classique, que tout va être vendu. Une fois que c'est pas vendu, le stock en plus il coûte. Chaque mois il coûte. Oui, Donc là, en faisant une campagne de financement, c'est bien parce que ça permet d'avoir une visibilité sur les quantités. Qu'en gros, la campagne finance l'ensemble de la production et que le reliquat, ce qui va se retrouver en distribution, ben, c'est là où le cash va se faire, quoi. Donc non, c'est très bien, c'est très pratique. oui, parce qu'il y a on produit plus que Oui, ce que les gens ont payé entre oui, guillemets, quoi. oui, parce que encore une fois, le but c'est pas justement, c'est pas de se mettre en concurrence avec les boutiques. Le but c'est d'être complémentaire. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'aller sur une plateforme de financement participatif et qui préfèrent acheter le jeu dans la boutique parce qu'ils est devant leur lieu et c'est sûr et puis voilà. Et donc on fait voilà, donc en fait c'est des ventes assurées. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un jeu comme Fief, si vous allez dans une boutique, vous allez voir un Fief.
et des boutiques qui vendent Fief, peut-être qu'il y en a 50 en France. Donc comptez, hein, un Fief vendu par boutique, allez, tous les 3 mois, 50 boutiques en France qui font ça, ben, on ne peut pas être éditeur, c'est pas possible. Donc les boutiques, il faut aussi comprendre que, bah, c'est pas qu'on à un moment donné, si on veut être éditeur, il faut pouvoir faire un certain volume et sur des jeux comme Fief ou Defcon, c'est clair que les volumes ne peuvent se faire que si on a une audience internationale, quoi. Oui, oui, parce que là, je regardais sur la campagne de Fief, par exemple, à l'époque, on parle de 4000, Souscripteur. 4021 contributeurs, donc j'imagine ça fait... Je ne sais pas, est-ce qu'après après la campagne, une fois qu'il était en boutique, Fief s'est bien vendu? Ça Oui, fait partie d'une bonne vente? oui, Oui, il oui, a c'est bien réussi à vendu. s'installer. Oui, c'est bien vendu et oui, oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu Fief France, qui était la troisième version. Ouais. L'autre gros succès de l'époque, dans mes souvenirs, c'est Mare Nostrum. Mhm. Là aussi, énorme projet qui, pour le coup, a encore mieux marché, j'ai l'impression. Oui, et alors là, à vérifier aussi, mais j'avais regardé à un moment donné parce que ça m'intéressait. Je crois pouvoir dire que pour un jeu de société d'histoire et de stratégie, où c'est pas même s'il y avait des figurines, c'est pas les figurines qui font le succès du jeu, et puis le fait que on développe tout un tas de scénarios ou de matériel additionnel, etc., etc., on est quand même dans un format fermé. Certes, il y avait l'extension Atlas, mais après, quand on est fait Atlas, on ne peut rien faire d'autre, quoi. Donc, je pense qu'entre la campagne de financement et puis le backer kit, hein, qui est l'arrière-boutique qu'on continue à vendre, je pense qu'on a frôlé le million de dollars. Et je pense qu'effectivement, c'est un des meilleurs scores qui a été fait par un jeu de société de ce type. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Voilà. Oui, oui. Et c'est pour C'est ça que le... voilà. Mais c'est pour ça que je vais réinsister tout de suite, parce que je sens qu'on va sans doute aborder le sujet, sur le fait que sur les 700 000 dollars qui ont été collectés sur le Kickstarter, nous, on en a eu évidemment beaucoup moins, puisque les ventes directes ne concernaient que les Français. Et les Français, ben, je crois qu'il y a eu 7000 souscripteurs. Les Français, ça doit représenter peut-être 1500, un truc comme ça. Donc en fait, la plupart des souscripteurs, la grande majorité des souscripteurs étaient dans les langues étrangères, pour lesquelles on ne vend pas en direct, pour lesquelles on repasse dans le schéma, on vend à un distributeur. Oui, oui. Et d'ailleurs, je montre à l'écran là un article de Libération donc, qui date du 30 décembre 2016 et qui parle justement du crowdfunding. Donc, de plusieurs aspects, on voit des déclarations de Catala, des boutiques, et notamment ben, Mare Nostrum est cité comme une énorme campagne, et avec une petite explication sur la différence entre l'objectif demandé, qui était de 15 000 dollars, et les sommes amassées, et le côté un peu que ça scénarise la campagne, quoi. Il y avait déjà cet esprit de... on sait que c'est un peu fake, entre guillemets, mais on joue le jeu aussi de ces fameuses minimums pour lancer les prods, alors qu'en réalité, si je comprends bien, peut-être vous me corrigerez, mais si jamais le Mare Nostrum n'avait fait que 15 000 dollars ou 15 010 dollars, peut-être que le jeu n'aurait pas existé du tout en réalité. On aurait été embêté parce que si ça a dépassé le montant initial, on est censé Faire... livrer quelque chose. Donc, Euh, bah, on avait quand même une certaine confiance dans le fait que, bon, clairement, on ne pensait pas du tout qu'on irait sur cet objectif, enfin sur ce résultat, hein. On pensait qu'on irait bah, sur quelque chose comme Fief déjà. On avait Fief en repère, voilà. Mais après, il est va de soi que, oui, un jeu comme Mare Nostrum ou Fief ou Defcon, c'est des jeux qui coûtent très cher à produire et on ne peut pas se permettre d'en produire que 500. Donc oui, forcément, le montant demandé ne correspond pas à la réalité du coût de production minimum pour faire le jeu, quoi. Mais après, voilà, c'est la dynamique de la campagne de financement. C'est une dynamique un peu double. C'est-à-dire que d'un côté, on l'anime en disant, bah voilà, vous débloquez ça, vous débloquez ça, vous débloquez ça pour qu'il y ait
y a un storytelling, il se passe quelque chose. C'est pour ça que c'est pas de la précommande, au sens strict, parce que la précommande impliquerait que, bah voilà, on vend ça, ça vaut tant, c'est comme ça, fin l'histoire. L'intérêt de la précommande, c'est que ça va durer 24 heures en même temps. Oui. Il ne se passe rien d'autre après, quoi. Et là, il y avait l'autre intérêt, c'est de pouvoir proposer du contenu additionnel pour récompenser celui qui nous soutient. Et là, en l'occurrence, il s'agissait bien de l'extension Atlas. Et toutes les campagnes de financement, même encore maintenant, mais de l'époque, reposaient sur un modèle à peu près équivalent. C'est-à-dire que parce que vous nous soutenez, parce que vous permettez au projet d'exister, on va vous offrir quelque chose en contrepartie. Et souvent, c'est du contenu additionnel qui est offert dans le cadre de la campagne, mais qui ensuite est vendu dans le circuit de distribution traditionnel, ce qui donne un peu l'exclusivité du soutien. Et si on prend Mare Nostrum, bah, la boîte Atlas était offerte aux souscripteurs, mais ensuite, dans le circuit, dans le circuit classique, elle était vendue. Et, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de beaucoup de succès, et j'ai essayé de retrouver un peu sur Trick Track, etc. Alors, il n'y a plus les vidéos, il n'y a plus les papotages ou les discussions, mais il y a toujours dans les forums. Et parce que alors là, je parle en tant que juste mes souvenirs de vieux brigands, mais j'avais, j'ai eu l'impression qu'il y a que vous aviez une belle image d'Asynchron jusqu'à ces campagnes-là, et qu'à partir de là, les effets liés à ce qu'on connaît bien maintenant, malheureusement, sur les campagnes de financement participatif, mais un peu les retards ou la communication qui n'est pas à la hauteur des attentes des gens qui participent et tout, j'ai l'impression qu'il y a un point de bascule en 2016. J'ai retrouvé dans les forums de TrickTac, vraiment, c'est là où il y a beaucoup de gens qui commencent à se plaindre, à avoir des critiques. Alors, je ne sais pas quels étaient les retards exactement ou si, quelles étaient les communications à cette époque-là. Je sais que dans les commentaires, on trouvait notamment, alors, je ne sais pas si vous aviez encore des employés dernièrement, mais à l'époque, vous étiez monté à 2, 3 salariés, c'est ça? Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait des, des, des Bah, je sais pas, annonces qui ouais, se... je sais pas de quoi on parle parce que à un moment donné, moi j'avais Maximilien qui travaillait avec moi, il était notamment en charge du community management, donc c'est lui qui devait, en l'occurrence, gérer la communication. Mais je pense qu'il était là à ce moment-là. Euh, Par contre, pour les retards, oui, on a eu beaucoup de retards sur la plupart des projets parce que c'est des projets complexes et on est des toutes petites équipes et ça demande énormément de boulot de développement, donc oui, il y a des retards, hein. Mais bon, après, voilà, moi ce que je trouve très bien, d'ailleurs, je vais le reprendre parce que il y a un message maintenant. Voilà, c'est ça. Il y a un message maintenant. Euh, Veuillez sélectionner votre récompense et il y a un message qui est très clair. Aucune garantie de livraison. Votre contribution représente votre engagement à soutenir un créateur ambitieux qui n'a pas encore réalisé son projet. Il existe un risque que, malgré tous les efforts de Kickstarter, vous ne receviez pas votre récompense. Réfléchissez-y avant de vous engager. Et puis après, Kickstarter, évidemment, qui vous engage, c'est pas sa responsabilité. Voilà. Bon, bah, ça, c'est quelque chose que moi, je mets de plus en plus en avant. J'ai envie de dire, la souscription, c'est pas pour tout le monde. Donc, si on n'est pas prêt à prendre un risque, on ne souscrit pas, en final. Et dans ce cas-là, bah, on attend que le jeu il arrive en boutique. Et puis, on se plaint pas s'il faut l'acheter vachement plus cher ou s'il n'arrive jamais en boutique. Voilà, c'est comme ça. On force personne à souscrire, en fait. Voilà. Donc, nous, sur Asynchron, on aura eu moins le mérite de livrer tous les projets. Par contre, c'est vrai qu'on a eu des gros retards et bah, il y a des gens que ça ne satisfait pas et donc il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'il y a du retard, parce qu'on ne leur répond pas en temps et en heure sur ceci ou sur cela. Je l'assume, c'est comme ça, mais voilà. Oui, ce qui est... alors, il me semble, hein, alors j'avais pas prévu de ça, donc j'ai pas l'article de loi, mais il me semble que l'Europe a justement à changer les règles là-dessus, qu'en Europe,
le financement participatif est considéré, entre guillemets, comme une précommande, pour le coup, quand bien Mm. même nous on pense que ça n'en est pas. Mais il me semble que depuis quelques années, ça a changé là-dessus, parce qu'il y a eu plusieurs poursuites d'ailleurs, euh, sur des Après, projets non livrés. ceux qui ont envie de jouer les trolls et puis de s'amuser à poursuivre, bah, ce que je vous dis, bon, le fait est, c'est que ça reste de la souscription. Donc, faut pas inverser les rôles. Ça reste de la souscription. Et la souscription, c'est pas récent, hein. Je veux dire, je crois que au 18e et 19e siècle, en France, il y avait des souscriptions pour Ouais. des livres. Ouais, je pense que les lois ont un peu évolué depuis quand même. Non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que le principe de la Ah oui, souscription, bien sûr. il est pas jeune. Et encore une fois, je viens de lire quelque chose qui est marqué noir sur blanc pour celui qui veut souscrire à un projet sur Kickstarter aujourd'hui. Oui, oui. Oui, mais le règlement d'un site internet ou même d'une entreprise américaine, je suis pas sûr qu'elle supplante les lois. Mais je dis ça, je me rappelle plus l'article de loi, donc j'essaie de le retrouver au cas où. Euh, justement, En tout cas, ce qui est clair, c'est que si demain, effectivement, on nous contraint en nous disant, ah monsieur, si vous voulez faire un projet sur Kickstarter, vous êtes tenu de livrer dans le délai que vous avez prononcé, bah, je ne le ferai plus. Ah oui, peut-être pas dans le délai, oui. Non, non, mais je ne le ferai plus. Oui, oui. Voilà, fin d'histoire, je ne le ferai plus. Pas de souci, hein. Moi, ça ne me pose pas de problème en réalité. C'est-à-dire, quand vous avez des projets comme ça, que la banque vous rigole le nez parce qu'elle n'est pas capable de comprendre votre métier et qu'un métier d'éditeur de jeu ne va pas le financer parce que voilà, elle ne connaît rien, bah, il vous reste quoi? Il vous reste le financement participatif ou alors l'héritage. Oui, oui. Le loto. Est-ce que le, Le le, loto. le fait qu'il y ait eu des retards, est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi par la suite, parce qu'il y a eu d'autres campagnes, je sais pas, à maîtriser, à plus Non, anticiper, ou à chaque fois vous non, êtes surpris non, non, c'est pas une, c'est pas qu'on est surpris, mais si je devais refaire une campagne, pour le coup, si je devais refaire une campagne, pour le coup, je pense que je serais peut-être presque, je serais obligé d'être dans le mode précommande. En fait, je pense que la campagne de souscription telle que je l'imagine, c'est plus possible maintenant, pour plein de problèmes. Alors que c'est chouette, parce qu'à un moment donné, sur Fief ou sur Mare Nostrum, quand on propose des choses qui n'étaient pas prévues, ben, ça fait plaisir aux gens. Des fois, ils nous disent, ah, ce serait bien quand même qu'on puisse avoir ça. Et on dit, ouais, bah, ok, vous allez l'avoir. Donc, il y a un vrai quelque chose, il y a vraiment un échange. Ça, c'est cool. Mais il y a tellement d'autres trucs à côté qui sont pas cool que finalement, il vaut mieux faire une campagne de précommande avec donc un projet finalement qui est déjà terminé. C'est-à-dire que même si l'édition n'est pas faite, on a déjà l'essentiel. On a déjà la couverture de la boîte, on a déjà les règles qui sont écrites, enfin, on a un maximum de choses. En fait, le développement est terminé. Et limite, on a commencé la phase d'édition. Pour Mario Swan, par exemple, vu le succès de la campagne qui n'était pas du tout escompté, et ben c'est là où j'ai demandé à l'auteur de Mario Swan ce qu'il avait dans ses cartons. Et c'est là où on a sorti les extensions légendaires avec le plateau qui permettait d'avoir un sixième joueur. Enfin, tout ça a été dans ses cartons, mais on n'avait pas forcément prévu de le sortir là tout de suite comme ça. Et sauf que comme il a fallu alimenter la campagne, ben, on a décidé, ok, ben, on sort ça par petits paquets. Et puis ensuite, on a tout rassemblé dans la boîte qui s'appelle Atlas. Est-ce que ça me fait penser, est-ce qu'il y a, c'est pas justement une sorte de piège de passionnés, c'est-à-dire il y a ceux qui souscrivent et qui emballés par en avoir plus, et vous qui proposez et puis qui vous laissez peut-être emporter aussi en disant bon, on va vous en proposer plus, proposer plus. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a peut-être, je dis pas forcément sur ce projet-là, mais de manière plus générale, un moment où on perd pied, où on en propose, je sais pas, une extension, une figurine, quelque chose qui va mettre à mal tout le modèle économique et le temps de travail que ça génère. Et donc j'imagine, plus on met de temps à développer, écrire la règle de l'extension en plus ou quoi, tout ce temps-là, c'est de l'argent, c'est des salaires, et donc
moins de marge ou moins de... Ça rend le projet moins rentable. Je sais pas Bah, ce c'est que... clair, hein, le retard, il incombe d'abord à l'éditeur qui est en retard, et puis c'est lui qui porte réellement le poids du retard en réalité. Bah, le souscripteur, lui, il n'est pas content. Il a mis 100 euros, il n'est pas content. Mais effectivement, chaque jour qui passe où on ne livre pas, c'est des charges qui, elles, courent. Mais cela étant dit, bien sûr que ça a joué sur l'issue des asynchrones, ces retards. C'est évident que ça a joué sur le long terme. Mais c'est pas tant parce que on n'a pas mis tant de contenu additionnel que ça en vérité. C'était limité par le format des jeux. Voilà. C'est plus un ensemble de circonstances qui font que ben, ça prend du retard. Voilà, tout bêtement. J'avais aussi, alors peut-être c'est moi qui l'ai rêvé, mais je me suis resté persuadé à l'époque, je regardais beaucoup Trick Track et notamment, je sais plus si c'est lors d'un papotage ou lors d'une explication de jeu ou quoi, mais j'ai souvenir d'avoir eu, que vous aviez une discussion très intéressante et animée, il me semble, avec Monsieur Fall ou peut-être Monsieur Guillaume à l'époque, au sujet de la conception que vous aviez des droits d'auteur. Euh, dans mes souvenirs, c'était une version jeu vidéo, enfin c'est comme ça que je l'avais pris, Mm, 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 c'est-à-dire bah, tout le monde travaille et c'est une équipe, et un peu comme dans le jeu vidéo, hein, tout simplement. mm. Un peu opposé à la version traditionnelle, j'ai envie de dire, de il y a un auteur et ensuite il y a une phase de développement, mais l'auteur est propriétaire du jeu ou je sais pas quoi. Et je sais pas, est-ce que ça avait été mal compris ou est-ce que peut-être j'ai mal compris aussi, hein, c'est possible, ou pas du tout, c'est une discussion qui n'était pas celle-là. Oui, non, mais je me suis très bien d'une discussion de cet ordre-là. Et en fait, je peux tout à fait expliquer mon propos peut-être de manière plus claire maintenant, parce que j'ai eu le temps de le faire. Euh, En fait, quand on a commencé, il y a presque il y a 15 ans, on va dire, c'est comme ça, euh, au niveau de la juridiction, et de ce que je connais moi, un contrat type pour un auteur de jeu, ça n'existait pas. Donc, on s'est inspiré du contrat qui est utilisé pour les auteurs de livres, parce que c'est ce qui est le plus proche, finalement. Sauf qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Mais ça dépend du jeu. Si vous avez un jeu, nous, on a eu l'occasion de travailler avec Knizia sur des petits jeux de type, on a eu Zero, on a eu Corsair. L'auteur, il vous apporte le jeu. Mis à part les illustrations de la boîte et les cartes, il n'y a rien à faire. Et quand je dis rien, c'est rien. Les règles sont écrites, il n'y a rien à faire. On faisait une illustration pour la boîte, pour les cartes, et puis fin de l'histoire. Voilà. Donc, on va dire que ça ressemble plus, pour faire l'analogie avec le cinéma, ça ressemble plus à un court-métrage, quoi. Un court-métrage, le mec fait ça tout seul, un peu dans son coin, il n'y a pas besoin de faire Paul Jacques, et puis après, il y a un producteur qui met un billet, puis paf, il finance son court-métrage. Mais dans le cas de projets comme Fief, Mare Nostrum ou Defcon, en fait, on fait intervenir une équipe. Donc, si je prends Defcon, le dernier en date, il y a une illustratrice qui a fait les illustrations des cartes. Il y a un artiste qui a réalisé la peinture sur toile, hein, qui a servi à faire la couverture de la boîte. Ok. Il y a un artiste qui a fait le fond de carte, du plateau. Moi, j'ai fait la direction artistique. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur le design, même si on ne l'a pas réalisé, des figurines en métal. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur le design des meeples. Moi, j'ai assumé la direction de directeur artistique. Florian, évidemment, est l'auteur du jeu. Et puis, on a peut-être que et je pense que j'oublie peut-être une personne. Voilà, voilà. Donc, moi, je veux bien qu'on paye tout le monde en droit d'auteur, mais je me demande juste comment on va faire, quoi.
Parce que si l'auteur, admettons qu'on prenne les standards des droits d'auteur, alors je crois qu'on doit être à 4%. Alors 4% sur, on est entre 3 et 4% sur le prix de vente public hors taxe. Hein, C'est ça, ouais. qui nous réfère au dernier papier qui a été, enfin le livret blanc qui a été publié par, je sais plus si c'est la maison des auteurs de jeux ou, enfin bref, voilà, qui pose des choses de manière très claire. Euh, bon, bah, l'auteur, c'est normal qu'il ait plein pot. 4%, très bien. Mais alors, donne combien à celui qui a fait le plateau? Et si 4%, c'est mon plafond, parce qu'en réalité, en général, on ne paye que l'auteur pour le jeu qu'il a fait, euh, je fais quoi? Je dis, ah bah, j'ai 4% à répartir entre tout le monde, ou du coup, j'ai plus 4%, mais j'ai 6, 7, 8% selon tous ceux que je veux incorporer. Alors, on va me répondre, bah oui, mais les mecs sont payés au forfait. Est-ce qu'il est légitime que l'artiste peintre qui a fait la boîte, qui est magnifique et qui participe au succès du jeu, soit payé pas selon le même mode que l'auteur? Ah, peut-être un truc que je comprends pas, hein, mais moi, je trouve que c'est pas logique. D'où, effectivement, ce discours que j'avais eu qui consistait à faire comme ça se passe dans le cinéma, à savoir qu'on est dans du droit d'auteur. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, du droit d'auteur, j'ai plus le terme en tête, mais en fait, c'est du droit d'auteur collaboratif. On va dire que on met tout le monde sur le même pied d'égalité. Par contre, ce qu'on peut gérer, les curseurs, c'est de dire, bah, toi, selon ce que tu as fait, tu as le droit à tant de points, et toi, selon ce que tu as fait, tu as le droit à tant de points. Mais alors, par contre, derrière, ce que j'avais pas, ce que j'envisage aussi, c'est que ça va être une horreur en termes de tenue de compte. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est-à-dire que moi, Oui. j'ai personne qui fait ça à temps plein. C'est moi qui dois m'y coller. Donc, si tous les ans, il faut que je regarde des X personnes et que je regarde les tours, enfin bon, ça devient vite un peu une usine à gaz. Mais sur le principe, je trouve ça le plus juste de faire ça comme ça et de pas. Pourquoi certains seraient au forfait et d'autres pas au forfait? Et je suis désolé de le dire, mais un jeu comme Pief, Maelstrom ou Defcon, bien évidemment que ça revient à l'auteur, c'est l'auteur qui est à l'initiative du projet, mais que s'il n'y a pas les autres à côté, l'auteur, il gagne que dalle. Tout le monde est interdépendant des autres. Si l'auteur il veut vendre son jeu sans illustration et sans rien du tout, bah qu'il y aille. Hein. Mais il va pas vendre grand-chose. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que le côté l'auteur comme étant la figure de proue, il n'y a que son nom sur la boîte en gros, et qu'en vérité, il y a que lui qui a le droit d'auteur, bah non, je suis désolé, sur des projets aussi complexes, c'est pas censé marcher comme ça, de mon point de vue. Oui, donc ça serait une sorte d'ajustement entre le Knizia où là c'est normal qu'il n'y ait que lui et des projets où il y a plusieurs années de développement et où tout le monde met la main à la pâte et c'est un peu ça, on peut dire en gros les deux. Oui, c'est ça. C'est en fait, on a d'un côté des choses qui sont relativement simples et pour lesquelles il n'y a que l'auteur qui travaille dessus finalement. Donc ça a du sens. Bon, là vous me direz, bah oui, mais alors les illustrations, oui, ok, alors j'ai une exception. La boîte et les cartes, on paye au forfait pour faire ça. Mais quand il y a 3 ou 4 ans de développement, et puis qu'est-ce qu'on raconte alors à ceux qui ont participé au développement? Ah, eux, les bêta-testeurs qui ont participé au développement, pourquoi on leur filerait pas quelque chose? Les relecteurs, pourquoi on leur filerait pas quelque chose? Non, mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Si on est vraiment à cheval sur la qualité du droit d'auteur, le droit d'auteur, c'est produire quelque chose qui vient de son esprit. Et que cette production, elle est exploitée par un éditeur. Bon, ben, toute personne qui travaille sur un projet est censée toucher des droits d'auteur par rapport au travail qu'il a, par rapport à sa valeur ajoutée. L'État sait bien faire ça. Hein. Oui, oui. L'État taxe sur la valeur ajoutée. Il sait bien le faire, l'État. Ben, nous, on pourrait aussi avoir un système où que, que chacun qui crée de la valeur ajoutée dans un projet soit rémunéré à hauteur de la valeur ajoutée qu'il a mis dans le projet. Ça a du sens. Euh, je précise, c'est Florian Dumont. On a dit son Oui, prénom, mais oui, pour Defcon 1. Et oui. j'en avais déjà parlé de ce jeu dans une vidéo sur la défense nationale. Ça rentrait dans Mmh.
D'accord? Euh, Ça m'est pensé, il y a une, euh, un moment, je ne sais pas si c'est lié ou pas du tout, vous allez pouvoir peut-être nous éclairer là-dessus, mais il y a eu un litige avec Serge Lager, justement, au niveau de Mare Nostrum. Et Mm. est-ce que c'était justement une vision différente liée au droit d'auteur ou pas du tout? Je me suis toujours posé cette question, s'il y avait Non, une non, alors filiation ou non, pas. ça a été surtout une incompréhension globale, puisque les droits d'auteur ont été formalisés dans le cadre d'un contrat qui était tout à fait favorable, je pense, à l'auteur, puisqu'on était sur un taux. À l'époque, en moyenne, les taux, enfin, de ce que je connais, moi, je connais des éditeurs qui payaient 6%. Et là, on parle de 6% du chiffre d'affaires, pas des 3 ou 4% sur le prix de Prix vente de vente public hors boutique. taxe. Oui. Donc, on est dit entre 6 et 8, hein, on va dire. Mm, Je sais que Knizia, par exemple, lui, ils m'ont 8%. mm. Voilà, Je crois qu'aujourd'hui c'est 8 de la moyenne. voilà, c'est 8%. Alors, si on... Sachant que normalement, on n'est plus censé faire ça. On n'est plus censé mettre un taux sur le chiffre Le chiffre d'affaires. d'affaires, mais plutôt mettre un taux, euh, en gros, aurait d'une moitié, mais sur le prix de vente public. Oui, oui. Donc, voilà, et donc on avait fait un taux progressif. C'est-à-dire qu'on avait dit, ben, on part à 8%, et puis en fonction du volume, parce qu'on espérait évidemment faire plusieurs éditions du jeu, hein, eh bien, en fonction du volume, ce sera 8, puis 9, puis 10. Bon, ça s'arrête à 10 quand même. Mais voilà, c'était un taux progressif. Donc déjà, de base, dans le contrat, ben, je pense que c'est plutôt favorable à l'auteur. Et comme je l'ai dit, et en fait, à la fin, sur cette assignation qui nous a été donnée par Serge Lavallée, à la fin, il a été débouté de tout, sauf de considérer que on avait fait du plagiat pour Atlas. Donc là, c'est assez formidable, parce que d'une part, bah, il était bien au courant qu'on faisait Atlas, puisqu'on en avait discuté ensemble, et que c'était un des moyens d'alimenter la campagne Kickstarter. Donc, voilà. Mais sauf que, voilà, notre erreur chez Asynchron, comme on n'a pas de service juridique, c'est qu'on aurait dû tout de suite, là, quand la campagne a commencé à cartonner, on aurait dû dire, ah, tiens, là, il faut qu'on fasse un contrat pour, spécifiquement pour Atlas, quoi. On ne l'a pas fait, et c'est là-dessus que l'avocat nous a eu, quoi. Mais par contre, on a démontré qu'on avait versé des droits d'auteur. On n'a pas versé tous les droits d'auteur, puisque à ce moment-là, il y a eu le redressement judiciaire, mais on avait versé quand même une grande partie des droits d'auteur, y compris sur Atlas. Donc, on nous accuse de faire du plagiat sur un produit que l'auteur connaît parfaitement et pour lequel il a déjà perçu des droits d'auteur. Ouais. C'est un peu étrange. C'est pas pour défaut de contrat, je crois, c'est ça, hein. Oui, bah oui, parce qu'on n'a pas fait. Oui, Oui. ceci dit, L'absence on de a. contrat fait que c'est comme Voilà. si. Donc c'est pas très. Voilà. Et donc effectivement, voilà. Et c'est pour ça aussi que je vais insister tout à l'heure quand on parlait de Kickstarter, parce que je crois et je crains que l'auteur n'ait pas compris le montage financier. Et donc, quand il a vu 700 000 dollars, il s'est dit, bah, c'est bon, 10% de 700 000 dollars, déjà, c'est pas 10% de 700 000 dollars, mais 10% de 700 000 dollars, ça fait 70 000, quoi. Ah oui, non, c'est pas ça. Sur les 700 000 dollars, déjà, on enlève la partie qui revient à la plateforme, les frais bancaires, et puis surtout, nous, on va payer le droit d'auteur sur notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires, c'est le montant qu'on a récupéré parce qu'on va livrer en direct les Français. Donc là, on enlève les frais de Kickstarter et puis frais bancaires. Et là, on a un net sur lequel on va payer le droit d'auteur. Par contre, pour la majeure partie des souscripteurs, qui sont espagnols, qui sont allemands, qui sont polonais, qui sont américains et tout ça, en fait, notre chiffre d'affaires, c'est pas ce qui provient de la plateforme. Ce qui provient de la plateforme, ça alimente les comptes en banque, entre guillemets, des différents éditeurs. Et nous, on leur facture une quantité de jeux qu'on leur vend. Cela étant dit, on leur vend évidemment plus de jeux que
le nombre de souscripteurs, parce que eux aussi, ils veulent avoir plus de jeux. En gros, le Du bon stock deal pour eux, c'est... pour les boutiques, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, pour eux, le bon deal, c'était de faire en sorte que, finalement, l'argent des souscripteurs dans leur langue finançait leur production, et ce reliquat de production, qui peut être assez consistant, hein, peut-être 500 exemplaires, 1000 exemplaires, bah, il est payé. Et lui, il va se retrouver dans le circuit classique. Voilà. Néanmoins, un jeu comme Mare Nostrum, s'il était vendu 70 €, admettons, TTC, de mémoire, je crois que je le vends à mon distributeur américain, parce qu'en plus aux USA, il y a dans la chaîne des valeurs, il y a un maillon de plus. C'est-à-dire qu'on a grossiste en plus quoi, par rapport à la France. Donc comme chacun prend sa com au passage, de mémoire, je crois que j'ai dû vendre, on disait aux alentours de 15-16 $, un truc comme ça. Alors évidemment, toucher 8% de 15-16 $, c'est pas exactement pareil que de toucher 8% de 70 moins la TVA, etc. Voilà. Donc, tout ça pour dire que l'assiette sur laquelle les droits d'auteur ont été payés, eh bien, c'était basé sur ce chiffre d'affaires, qui n'était donc pas de 700 000 $, mais qui était beaucoup moins important, et que sur cette, en l'occurrence, sur cette somme, ben, voilà, on avait payé près des 2 tiers avant de passer en redressement judiciaire, et à partir de là, c'est rentré dans le cadre du plan. C'est-à-dire que quand le plan a été accepté pour essayer de sauver Asynchron, eh ben, toutes les dettes qui avaient été identifiées eh ben, pouvaient être réinjectées dans le plan, et donc on aurait fini par rembourser si Asynchron avait continué. Voilà. Cela, Asynchron a quand même, entre guillemets, réussi à payer les 2 premières annuités, mais c'est tout ce qu'on a réussi à faire. oui, parce que le redressement dont tu parles, ça date de quand? C'était à quelle période? Ah, ça doit être 2017-2018. Ok. Mais parce que là, du coup, on parle de succès depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que c'est concomitant, si j'ai pas de bêtises, les campagnes de Fief, Mare Nostrum, etc. Qu'est-ce qui fait que pourtant ça bascule en redressement? En fait, comme vous l'avez dit, il y a l'histoire que les retards, ça impacte, puisque chaque jour qui passe, alors que les recettes ont déjà été réalisées, on a des charges à payer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu un ensemble de facteurs qui ont abouti au fait qu'on se retrouve dans cette situation-là. J'avais recruté Maximilien, donc effectivement, à ce moment-là, on était à 2,5 au fond. Donc on avait un niveau de charge qui était significatif, parce qu'on surfait sur le fait que, bah voilà, avec Mare Nostrum, on passait la seconde, quoi. Et en vérité, il y a eu un tel retard, plus d'autres retards de jeux qu'on attendait, pour lesquels le travail avait été fait. Quand on localise Vikings, dans la série Buff of Europe, eh ben, on a fait le boulot, nous. On a fait le boulot, on a payé les jeux. Et on attend qu'ils arrivent. Pareil pour Hannibal, j'en ai eu 3 ou 4. Et donc, on a eu des retards entre 6 et 8 mois. Donc ça fait aussi extrêmement mal. C'est-à-dire que nous, on a investi la trésorerie pour payer la production de 4 jeux. C'est des jeux à 60 € pièce, hein, ou 80 € ou 90 € pièce, près de vente finale. Et on les a pas. Donc ça, plus ça, plus ça, à un moment donné, ben, on a juste pas assez de cash flow, quoi. On a juste pas assez de trésorerie. C'est ça qui nous met en redressement. C'est pas tant l'aspect rentable, même si on ne devait pas être au top, évidemment. Mais ce qui nous met à mal, c'est un pur aspect de cash flow, de trésorerie. C'est à un moment donné, ben, si les jeux n'arrivent pas, on n'a rien à vendre, quoi. Oui, oui. Les 4 projets dont vous parlez, c'était des jeux qui étaient destinés au marché boutique, donc que Oui, l'argent aurait dû revenir après, du coup, après les ventes, quoi. ah bah oui, puis ça passe par le distributeur. Donc c'est très long. Oui, donc il y a eu une grosse sortie de caisse à ce moment-là. Oui, il y avait en fi- Viking, il y avait Hannibal, et je pense qu'il y avait aussi 1750.
euh, 1000, je sais plus, soit 1775 ou soit 1754. Voilà. Mais Et ce qui a permis à un moment donné de repartir un peu, c'est U-Boat, parce que U-Boat a eu un énorme succès, euh, et on a eu beaucoup de souscripteurs français. Mais bon, voilà, à partir du moment où il y a le redressement, Maximilien, enfin, voilà, j'ai été obligé de réduire les charges de manière drastique. Donc, on avait un petit local pas très loin de là où je réside. On l'a évidemment rendu. Maximilien a été licencié économiquement, ainsi que Sabine Saveris. Bon, Maximilien n'a pas mis longtemps pour retrouver du boulot chez Libellude. oui, mais c'est là où vous estimerez que ça a commencé à boiter, ou où il y a eu quand même une période où vous avez réussi à bien redresser et à se dire, OK, on est reparti, ou à partir de ce moment-là, ça a toujours été un peu boiteux, un peu en Non, non, de toute difficulté. façon, ça a toujours été boiteux. Et puis après, voilà, moi j'étais tout seul. Donc, Fief France, ça a été plutôt un succès, puisque la campagne a plutôt bien marché. Les figurines aussi, ça a été. Enfin, la campagne de financement a plutôt pas mal marché, mais pas assez. Pas assez par rapport à ce qu'il aurait fallu faire. Il nous a manqué un distributeur américain pour le coup, et là je ne sais pas trop pourquoi Academy Games a pas voulu nous suivre sur Fief alors qu'ils avaient fait les deux premiers. Peut-être parce que c'est pas lui qui gérait la campagne Kickstarter, c'est une question que je me pose. Bizarrement, quand je lui dis que c'est nous qui allons gérer la campagne Kickstarter, ben il le fait pas. Ouais, il y a eu un refus de Et, suivre. et puis Defcon c'est pareil, il nous a manqué un partenaire américain, alors que le jeu est juste, il est génialissime. Et en plus, les Américains sont assez friands de la période. Voilà. Si on avait eu un partenaire américain sur ces deux projets-là, on ne se serait pas gagné pour autant, parce qu'un plan de continuation, ben, voilà, c'est une dette qu'il faut apurer chaque année quand même. Hein. Mais c'est sûr que ça nous aurait mis dans une position plus, plus favorable. Avant de revenir au jeu, j'ai reçu quelques messages et puis j'ai vu passer des messages sur divers réseaux sociaux, des étonnements et des questionnements de la part d'actionnaires d'Asynchron. Est-ce que Hum. tu sais combien de personnes cela représente en nombre d'actionnaires pour 34. Asynchron? 34 personnes? Et alors j'ai vu qu'ils pointaient du doigt notamment une augmentation de capital qui avait eu lieu en 2017, Hum. donc c'est concomitant avec ce que vous racontez, et, euh, et que 6 mois après, c'est là où il y a le début des problèmes financiers. Euh, Hasard, enfin à quoi servi cet argent? J'ai vu qu'il y avait ce questionnement, donc je me fais le relais. Moi j'avoue que là, je ne sais pas comprendre exactement ce que ça représente, mais je crois que c'est 170 500 euros hein, pour 775 nouvelles actions. Et 6 mois après, il y a le, le- le redressement. À quoi a servi cet argent en fait? C'est qui a augmenté le Et, capital, hein, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Ça apporte. oui, oui, oui. En fait, cet argent, il a servi à ce que Asynchron ne ferme pas 5 ans plus tôt, clairement. Alors que, évidemment, ce pas du tout l'idée. Parce qu'en fait, cette campagne de souscription financière, on peut l'appeler ça comme ça, elle a mis, pareil, plus de temps que prévu. Puisque dans une première phase, donc là, on doit être plutôt en 2016, en 2016, dans une première phase, elle marche plutôt pas mal, notamment avec un des actionnaires qui est un éditeur. Un éditeur qui veut mettre 50 000 euros quand même. Et à ce moment-là, j'ai un horizon à 300 000. En promesse, en intention, j'ai un horizon à 300 000. Donc, euh, à ce moment-là, on est encore dans les clous par rapport à Marianne Strong. On sait qu'on est encore, on est sans doute en retard, mais Maximilien arrive et on sait que on est encore dans les clous. Et donc, si on arrive à faire cette levée de fonds,
Le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à se structurer pour être peut-être 3-4 dans la société, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Sauf que au bout de 6 mois de mise en place, en plus, la levée de fonds, elle implique d'une part évidemment que des gens aient envie d'investir, mais surtout elle implique un changement de structure. C'est-à-dire que on était une SARL, il fallait qu'on passe en SAS. Mmh. Tout ça, c'est très compliqué, donc il faut trouver un cabinet d'avocats, j'en trouve un à Tours, qui semble très bien, mais en réalité, il nous a totalement, enfin, on aurait pu faire les choses plus simplement, on va dire comme ça. Donc, il a totalement surdimensionné le truc. Et puis, ben, c'est pas quelque chose que je maîtrise, l'aspect droit, donc je fais forcément confiance à ce cabinet qui, au demeurant, fait plutôt un bon boulot. C'est juste que, par rapport à notre situation, c'était trop important. Quoi. Voilà, qu'il y avait un montage juridique assez complexe à mettre en œuvre, et que tout ça, ça prend du temps. Et vraiment beaucoup de temps. Donc, le temps passe, et puis à Nuremberg, un jour, je rencontre l'éditeur qui devait mettre 50 000 euros, puis qui me dit, bah, finalement, je vais pas les mettre. Donc, du coup, je me dis, ben, on avait une visibilité à près de 300 000 euros, ce qui est énorme. Et je me dis, bah mince. Puis d'autres aussi se posaient la question, parce que comme ça prenait du temps, leur promesse d'investissement, elle ne tenait que pour une période donnée, c'est pas ad vitam aeternam, quoi. Donc du coup, bah, on a fait un deuxième tour de table, si on veut. Donc ça a remis du temps. Et quand tout a fini par se formaliser et se faire, alors là, pour le coup, dans le même temps, un peu plus tard que ça, on a vu qu'on allait dans le mur. Voilà. Donc c'est un malheureux hasard de circonstances, quoi. Évidemment, il y a à aucun moment parce que faire une levée de fonds, c'est pas ah et clac, je claque des doigts et puis demain j'ai 34 personnes qui me font un chèque et je le mets sur mon compte et puis je paye mes dettes. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein. Ça a tout un processus. Donc Oui, on c'était pouvait pas pas. pour apurer les dettes. Bah non, c'était pas pour ça du tout. C'était pour passer la seconde et puis pour essayer de se structurer pour ben, faire en sorte de grossir. Il y a beaucoup d'éditeurs qui arrivent. Enfin, il y a aussi quelques sociétés qui arrivent à grossir dans le monde du jeu. Donc il n'y avait pas de raison qu'on n'y arrive pas, surtout avec un succès comme Mario Nostrum. Mais, euh, mais le truc, c'est que Asynchron était trop dépendant des localisations, parce que finalement, si on réfléchit bien, en propre, on n'a pas fait beaucoup de jeux. On a fait Guédelon aussi, en propre. Voilà, on a peut-être fait 4-5 jeux. Ouais, ouais, après, c'est beaucoup de localisations. Et donc, bah, le problème des partenaires, c'est que bah, si eux, ils sont en retard, ou si ceci, ou si cela, bah, voilà quoi. Ça fait et c'est vrai que si on met à côté le retard de Mare Nostrum et les retards dans la livraison des 3 ou 4 jeux dont je parlais, on s'est retrouvé bah, pas savoir comment faire pour payer nos échéances, qui consistent à payer les salaires, et puis les quelques charges qu'on avait, parce qu'on n'avait pas non plus des charges énormes. Mais voilà. Oui. Mais qui est intéressant d'un point de vue externe, c'est c'est ce côté-là de se dire qu'il y a quand même du succès, mais que malgré tout, c'est presque des succès empoisonnés, entre guillemets. C'est-à-dire que ça représente un tel volume tout à coup de boulot que ça entraîne des conséquences négatives, de retard et donc de frais. Et finalement, le succès, non, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à en prendre la saveur, quoi. Oui, alors faut pas oublier non plus que dans l'équation, il y a aussi l'assignation par l'auteur du Mare Nostrum. Il faut la rentrer dans l'équation. Hein. C'est-à-dire, ça a un impact Bah, sur ça a quoi un impact dans la mesure où on n'a pas pu faire de deuxième reprint. Ok. C'est des Ça a projets, si vous bloqué voulez. la vente Bah en oui, boutique du on a jeu. dit oui. Je veux dire, un jeu comme Fief ou Mare Nostrum, vu l'investissement qui a été mis en place,
il faut qu'on puisse faire des reprints. Alors sur Fief, ça a été le cas. On a fait 3 versions. Et puis à l'intérieur des 3 versions, je pense qu'il y a au moins eu un reprint. Mais pour Mare Nostrum, on n'a jamais fait de reprint, puisque ça a coupé tout de suite toute poursuite commerciale. Et puis si on compte les frais d'avocat, pour une structure comme Asynchron, c'est pas anodin, hein, parce que les frais d'avocat, on compte en dizaines de milliers d'euros. Donc ça n'aide pas. Voilà. Il y a ça, et puis on a eu aussi droit au Covid, hein, pour mémoire. Donc voilà, il y a eu un ensemble de facteurs qui n'ont pas aidé, clairement. Oui, j'allais venir au Covid. Justement, euh, dans les jeux que vous proposez, je ne sais pas, qu'est-ce que ça représentait peut-être, je ne sais pas si le marché a évolué, vous allez me le dire, mais euh, j'ai l'impression que le jeu le jeu de guerre, quoi, historique, je ne sais pas comment le résumer, avait plus de place, ou en tout cas était plus présent au début des années 2000, on va dire, première 2000-2010. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le marché actuel, c'est vraiment quelque chose d'anecdotique. En tout cas, c'est pas. Il y a très peu enfin, quand je regarde la production, aussi bien des médias que ce que je vois en boutique, c'est pas le genre, on va dire, phare ou préféré des gens. Est-ce que, en termes de taille de marché, est-ce que vous avez vu une évolution dans le bon sens, dans le mauvais sens, ou pas du tout? Et d'après vous, quelle est la taille du marché de ces jeux-là que proposait Asynchron, qui me semble du coup être un peu quand même un peu marginal, mis à part les énormes succès qu'on vient d'évoquer, mais... Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la place qu'une boutique accorde à la typologie des jeux d'asynchron, elle est pour son congru, ça c'est clair, et qu'on ne peut pas se baser là-dessus pour faire un développement. Ce qui a fait qu'on pouvait s'en sortir quand même, ça a été les campagnes de financement participatif. Si je prends Falling Sky, là, qui va être livré par les bons soins de Pixie, eh bien, si on ne fait pas de souscription, jamais le jeu il existe. Et c'est pas un jeu qu'on va retrouver en boutique beaucoup. Il y a quelques boutiques spécialisées qui vont le prendre. Enfin, donc c'est vrai que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ça s'arrête aussi. C'est qu'à un moment donné, bon bah voilà, faut se rendre à l'évidence. C'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, parce qu'en l'occurrence, moi j'ai choisi ce que je fais, mais voilà, au bout de 15 à 16 ans, à se payer avec un SMIC à peine plus pour pas compter son temps de travail, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, on va faire autre chose, quoi. On va lâcher l'affaire. Alors, c'est pas uniquement ça, c'est une conséquence, c'est pas la raison pour laquelle Mais on s'arrête, mais du coup, on se dit aussi, voilà, quoi. Et c'est vrai que je pense que pour ce type de jeu, et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Phalanx, ils m'ont dit il y a très longtemps. Phalanx, ce sont des Polonais au départ. Et ils m'ont très tôt dit, de toute façon, nous, on va faire des jeux d'histoire, entre autres, mais on sait très bien que notre avenir, il passe par les US. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ils font des campagnes maintenant directement. En fait, maintenant, ils proposent la version polonaise éventuellement, quoi. oui, c'est d'abord le marché américain. Voilà, alors qu'au départ, il y avait le polonais systématiquement, je crois pouvoir le dire. Donc voilà, bah, ça, on n'a pas su le faire. Voilà. On n'a pas su le faire. Oui, il y a une vraie différence culturelle entre une appétence pour ce genre de jeu, pour ce genre-là, aux États-Unis par rapport à la France. Alors, je pense que c'est sous une taille de marché. C'est-à-dire que Conflict of Heroes, Academy Games, ils sont capables d'en vendre entre 3 et 5 000, quand nous, on en vend 500. Oui, donc Donc, forcément. ça change la donne, hein. Et oui, justement, pour la localisation, ça voudrait dire euh, plus de volume, donc plus de projets, donc plus de jeux dans l'année. Alors, pour la localisation, c'est un peu différent parce qu'on peut ajuster et puis on n'a pas tout le travail de développement. Donc, pour peu qu'on ait fait un peu de précommande, par exemple,
je veux faire 1000 exemplaires d'un jeu. Admettons que j'arrive à vendre, à convaincre mon distributeur de m'en acheter 400, qui est raisonnable, on va dire, et que j'arrive à faire une préco à 200-300. Bon, bah, c'est financé. Et puis, une fois que c'est livré, ben, les 400 exemplaires vont chez le distributeur. Les 200-300 sont livrés chez ceux qui ont précommandé, puis il en reste un petit stock pour alimenter le marché pendant 1 an à 2 ans. Bon, ça tient. Mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que malgré quand on regarde le catalogue d'Asynchron et tous les jeux qui ont été édités, il faut quand même se rendre compte, c'est qu'en fait, il n'y a pas un seul échec. Le seul échec, c'est la campagne pour Pellegrinus, puisqu'on a lancé une campagne qu'on a annulée. Donc on a engagé un peu d'argent, mais pas une somme folle, hein. On a un peu fait la vidéo, on avait payé les illustrations et tout ça. Mais voilà, alors je dis pas que tout se vend très bien, mais en termes de rentabilité, même quand ça se vend pas très bien, il y a un minimum de stock qui a été vendu aux distributeurs. Oui. Après, le problème, c'est que si le distributeur il fait pas en sorte que ça se vende dans les boutiques, bah, nous, on peut pas faire grand-chose derrière. C'est pas avec les maigres moyens, même si on fait un peu des réseaux sociaux, etc., voilà, on n'a pas une capacité à. Puis bon, ça reste quand même des jeux un peu d'initiés, quoi. Donc, on avait une belle vitrine à l'époque qui est l'Open de Paris des jeux d'histoire. Malheureusement, ça n'existe plus. Bah, c'est vrai que c'était un rendez-vous pour nous. Je crois que c'est le seul salon où on peut dire qu'on a même pas gagné d'argent. Attention, on n'a pas gagné d'argent. Mais on n'en a vraiment pas perdu en valorisant tout. Le frais de transport, l'hôtel, enfin tout, on cartonnait là-bas parce qu'on était vraiment dans notre cœur de cible, quoi. Dans les derniers jeux arrivés, donc il y a eu Ouais. Defcon 1, Mm. qui est arrivé en fin d'année, si j'ai pas de bêtises, en fin d'année dernière. Euh, Oui, à la rentrée. donc vous disiez, c'est considéré aussi comme un succès, ça a bien marché. J'ai l'impression qu'il y avait des bons retours dessus. Bah, oui, c'est un gros succès. D'ailleurs, on a été distribué par Ares parce qu'on a fait une version franco-anglaise pour éviter justement le stock qui m'est arrivé avec Fief France. C'est qu'avec Fief France, j'avais produit plus de Fief France en anglais qu'en français. En français, je me suis retrouvé en rupture assez rapidement. J'avais du stock en anglais, mais du coup, qui se vend pas parce que j'ai pas les canaux pour le vendre. Donc là, pour Defcon, on a fait une boîte avec l'anglais et le français. Comme ça, on n'est pas embêté selon les marchés. Ça pose d'autres problèmes, mais l'avantage est quand même plus important que les problèmes éventuels occasionnels. Et donc, on en a fourni 500 à Ares, qui nous distribue aux US, et il a tout vendu assez rapidement. Et ils m'ont dit, là, il n'y a pas si longtemps, que ben, il serait, que si je refaisais un tirage, ils en prendraient. Ils étaient preneurs. Donc, c'est comme ça. Faut vraiment pas qu'il y ait En fait, pour un éditeur comme Assassin, on n'a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas eu vraiment d'erreur de fait en termes de choix d'édition. Euh, la plupart des jeux sont, sont très bien appréciés, mais à un moment donné, je crois qu'il faut, pour une structure comme Asynchron, encore une fois, il faut le marché américain et puis peut-être faire presque que de la vente directe, quoi, en mode préco et en mode souscription, et puis basta. Oui, Mais oui. ça reste quand même un énorme boulot, hein, et je pense que les localisations, c'est important de les avoir parce qu'il n'y a pas besoin de développement. Donc si les jeux sont bons, c'est cool. Parce que, en fait, faut savoir que, pour le coup, en comptabilité, depuis tout le temps où je travaille sur Asynchron, ainsi que les différentes personnes qui ont travaillé au développement des jeux, je ne sais pas combien ça représente, ça va être une somme monstrueuse, et elle n'a jamais été valorisée.
C'est-à-dire que si on commence à valoriser toutes les heures de bêta-test, c'est même pas la peine de penser d'ouvrir à la société, quoi. Oui, c'est. C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose qui a jamais été envisagé, par exemple, d'ouvrir la localisation, par exemple, à des jeux hors catégorie habituelle d'asynchron pour essayer justement de générer un peu plus. Bah, en fait, on a essayé, mais Asynchron était déjà trop marqué. On a essayé avec l'Arbre, Ouais. qui est un super jeu, mais ça fait pchit, parce que ben, on n'était pas assez connus pour des gens qui pourraient vouloir trouver ce jeu. Et pour ceux qui connaissaient Asynchron, ça matchait pas, quoi. C'était pas dans la l'ADN, c'est quoi ce truc, quoi. Ouais. Le dernier jeu qui va arriver, qui est en attente de livraison, c'est Falling Falling Sky, Sky. Mm. plus Ariovistus. Donc là, c'est dans les tuyaux. Ah, c'est plus que dans les tuyaux, c'est sur le bateau. Ouais, je vais même le montrer à l'écran comme ça. Ah bon? Voilà. Formidable. Il est où? Là, il est à quelques. Il est pas loin de Hong Kong. Mais je crois que c'est. Encore? Non, c'est la date du 8 mai. J'ai pas la date aujourd'hui. Ah Le oui, dernier. parce que normalement, j'espère qu'il est quand même un peu. Oui, il faut Parce espérer que que moi, depuis 8 jours, il a bougé. Ouais. ouais, j'ai une date d'arrivée là au 14 juin en France. C'est ça. En tout cas, voilà, je voulais le montrer parce qu'effectivement, c'est le Evergoods et qu'on peut suivre en temps réel hein, Mm. la magie de. Ah, bon. Après, on n'est pas à l'abri que le bateau coule, hein. Je, je vous Non, souhaite mais je le quand dis, même hein. que. Non, mais moi aussi, je souhaite que ça n'arrive pas. Mais, Euh, et du coup, donc, alors je sais pas, ça fait combien de temps qu'il était en attente? Parce que j'imagine aussi fait partie des jeux en retard de oui, en fait, livraison. j'ai regardé, c'est pas non plus catastrophique sur ce type de jeu, hein. Parce qu'en fait, euh, la campagne, elle date de quand? Le 11 mai 2020, la fin. Ouais, mais ce qu'il faut, c'est la date de livraison qu'on avait indiquée sur l'île. Novembre 2020, a priori. Ah oui, non, j'avais été un peu trop optimiste sur ce coup-là. Novembre 2020, ouais, ça fait 3 ans et demi, ça fait quand même un peu trop long. Ah oui, Et là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que de donner de plus plates excuses aux gens qui ont tant attendu pour avoir ce jeu. Voilà, voilà. malgré tout, comme c'est concomitant avec l'annonce qu'on avait faite en début de cette vidéo, dans laquelle Synchron fermé, pour Mm. le jeu, ça pose pas de souci. Il sera quand même livré aux gens qui ont pledgé, tout ça. Ça n'a pas d'impact là-dessus. Eh bien, j'ai fait en sorte que ça n'en aurait pas. Légal ou Alors, la pas? Pas liquidation, légal. Dit comme ça fait un peu chelou. Ok. la, la liquidation, elle est en date du 12 avril. Hmm. Donc, depuis le 12 avril, je suis censé ne plus rien faire au nom d'Asynchron Games. Je ne suis plus le dirigeant, je suis un kidam. Voilà. Parce Et que le c'est. kidam, tout simplement que grâce à Pixie Games et à Meeple Logistic, les jeux devraient arriver chez les souscripteurs, selon toute logique. C'est ça pour pas que ce soit récupéré par le mandataire. J'imagine que c'est comme ça que ça marche d'habitude. Bah, Il gèle tout. Et... oui, enfin, techniquement, ce serait quand même un peu gonflé de récupérer des jeux qui ont été produits et donc financés par des gens qui ont payé pour. Récupérer du stock, bon, ça, Oui, d'accord. le surplus. Mais récupérer des jeux qui ont été achetés par le distributeur ou des jeux qui ont été achetés par les souscripteurs, euh, je trouve que c'est un peu gonflé quand même. C'est comme s'ils vendaient les jeux deux fois, quoi.
Bon là, vous pouvez rassurer les souscripteurs, normalement ils auront leur boîte. Ah ben, ils sont normalement informés très modestement, mais suffisamment sur Ulule pour. Voilà. Après, je vais pas faire tout un tintamarre là-dessus. Oui, oui, il y a la news, hein, qui est la publication Mm, sur Ulule, qui explique mm, bien. mm. Euh, Malgré tout, on parlait depuis le début de communication, et notamment bah, la souscription, ça passe par la confiance. Et c'est vrai que tous ces retards, ces petites choses, notamment, là je pense à quelque chose qui nous avait interpellé, qui s'explique, mais qui nous avait interpellé, qui était sur une cagnotte qui avait été mise en place. Alors, pour rappel, hein, il n'y a pas que qu'Asynchron, mais beaucoup d'éditeurs de jeux qui passent par la souscription ont été un peu rattrapés par les prix, notamment du transport, qui ont un peu explosé, et qui ont un peu tout le monde a été obligé de demander à remettre la main à la poche. Ouais, Euh, le fait que la cagnotte était passée par GoFundMe, qu'elle était à votre nom propre et pas... Tout ça, ça a un peu embrouillé les gens. mm, mm. Est-ce, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est normal ou, euh, ou pas du tout? Que Alors en d'un fait, point de vue extérieur, c'est vrai que ça faisait bizarre, en fait. c'est une petite béquille que j'ai utilisée parce que. Alors, on m'a fait la remarque de pourquoi ne pas repasser par le BackerKit ou Alors, je sais, je pense que si j'ai fait comme ça, c'est pour une bonne raison. Mais peut-être que j'aurais pu faire par BackerKit. Le truc, c'est que BackerKit, c'est quand même assez indigeste en termes d'interface et tout ça. Bon, bref. Le fait est, c'est que sur GoGoFundMe, là, je crois, en fait, ça peut être qu'un particulier qui crée un compte. On ne peut pas créer un compte pour une société. Voilà. C'est D'accord. pour ça que j'ai mis un petit message ensuite en disant que même si c'est moi qui crée le compte, puis il y a marqué mon nom, en vérité, le RIB qui est associé au GoGoFundMe, c'est le RIB d'Asynchron. Et c'est pour ça que je l'ai reprécisé en disant, bah, oui, l'argent, il va sur le compte d'Asynchron. Alors après, on peut me croire ou pas, mais ça, c'est le problème de celui qui me croira ou ne me croira pas. Moi, je sais ce que j'ai fait. Et je sais très bien que d'ailleurs, l'argent qui a été versé sur le compte d'Asynchron, il a effectivement servi pour qu'on puisse livrer Defcon et ainsi de suite, quoi. Donc, ça a vraiment aidé. En plus, ça a vraiment aidé à faire qu'on puisse livrer les jeux. Donc, ça a été un vrai soutien pour, voilà. Et puis, pour faire simple, sur Falling Sky, et vu comment, et vu la tournure des événements, on va dire ça comme ça, j'ai décidé qu'on allait livrer tout le monde, ceux qui avaient souscrit à la cagnotte ou pas. D'accord. Oui, il y aura pas un système de ceux qui ont souscrit en premier ou quelque chose comme ça, quoi. C'est tout le Quand monde même pas. pareil. Non, là, ça va être, je serai content quand ce sera chez les souscripteurs. C'est vrai. Oui. Donc normalement, cet été. Ah ben, ça va être calé avec Nicole Logistics, donc j'ose espérer que ça va être effectivement deuxième quinzaine de juin. C'est le livraison. J'avais une question sur Falling Sky. La campagne donc, a rapporté donc 31 000 euros. Bon, on va pas revenir sur... vous nous avez déjà expliqué comment ça fonctionne. Mais dans une autre interview, vous aviez dit que vous aviez payé, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, entre 4 000 et 5 000 euros pour les illustrations. Et je me suis demandé, en fait, est-ce que... C'est une folie. ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que... Oui. Parce que ça me semble quand même disproportionné par rapport à la somme Ouais. rapportée. Alors après normalement, ce projet-là, il n'y a pas que 300 boîtes qui vont être produites, hein. Donc, il y a 700 boîtes qui sont produites euh, et qui ont été achetées, hein, par le distributeur et les souscripteurs. Et, et donc, mais c'est vrai que c'est une folie, mais en même temps, c'était une promesse, c'était une des grosses promesses de la campagne, et ça me tenait à cœur. Et du coup, le jeu, les cartes sont magnifiques. Et puis, pour le coup, on pourra considérer ce qu'on veut de moi, mais je suis bien content d'avoir trouvé Stéphane qui a illustré les cartes, parce que du coup, il a tapé dans l'œil
à Morgane, qui est l'autrice de Pendragon et de Hubris, qui vient à Saint-Cloud. Du coup, elle le fait bosser sur son jeu. Et donc, du coup, Stéphane se retrouve à bosser pour, entre guillemets, GMT, à illustrer le jeu de Morgane. Donc c'est cool. Ah bah oui, oui. Et vous parliez de Pixie, qui s'occupe de la livraison, donc qui est le distributeur, Oui. donc qui a... Bon, j'imagine que c'est comme ça que ça marche, qu'il a racheté une partie du stock. Ah, Euh, mais c'est pas qu'il l'a racheté, c'est que c'était prévu dès le départ. Il a tout simplement payé la facture mis, que Synchron lui a passée pour sa commande de jeu Phoenix Sky. quand il y a Donc ça une... lui appartient en réalité, les jeux. D'accord. Quand il y a une fin d'entreprise comme ça, est-ce qu'il y avait des licences qui appartenaient à Synchron? Non, on avait plus Mare Nostrum, Fief, l'auteur nous a gentiment remercié 3 mois avant la fin de son contrat en disant comme motif de résiliation que 10 ans ça faisait assez et qu'il avait envie d'aller voir ailleurs, donc ça va bien. Donc là, il y a pas eu de possibilité, par exemple, de céder des licences comme on a pu voir chez d'autres éditeurs De toute façon, c'est trop tard. Hein. Oui, là, maintenant. Il n'y a pas eu le cas. Hein. Non, non, le local, c'est pas produit. Dans les autres choses aussi que les gens se sont questionnés, et je m'inclus dedans évidemment, c'est qu'on a découvert aussi qu'il il y avait une boutique, les boîtes de Pandore, Mm, donc, qui je crois est gérée par vous, si je dis pas de mm, bêtises. mm. Et du coup, quel est le lien avec Asynchron? Est-ce que c'était juste une C'est boutique pour revendre les jeux Asynchron en direct ou c'est ça, c'est une boutique comme n'importe quelle autre boutique qui achète des jeux à Synchron qui les revend. Enfin, qui achetait des jeux à Synchron. du coup c'est une boutique qui qui continue d'exister, qui a pas de... Bah, c'est une boutique qui va continuer d'exister tant qu'il y a un stock restant de jeux qui ont été achetés et qui vont être revendus. Euh, Ce stock n'est pas extensible, donc je ne sais pas. Moi, ma situation est très simple. Depuis le 2 avril, j'ai pas de ressources, hein, évidemment, parce que je suis chef d'entreprise. Voilà, donc je cherche du travail et puis j'essaie de trouver des missions à droite à gauche. Donc, bah, si je peux encore vendre un peu de jeux via ce mode, mais ça reste à la marge de toute façon. Hein. Limite, ça sert plus à payer quelques factures, peu de choses. Bah, je vais continuer. Par contre, j'exclus pas de pouvoir, si j'ai envie, vendre des jeux. Je vends par exemple Twice Struggle. Euh, J'exclus pas de vendre des jeux pour lesquels j'ai un coup de cœur. Voilà. Oui, c'est pas une activité principale, mais ça n'a pas vocation non plus à s'éteindre totalement si... Alors, non seulement c'est pas une activité principale, mais en plus, ça pourrait tout à fait s'arrêter dans 3 mois ou dans 6 mois si s'il n'y a rien à vendre, quoi. C'est pas un élément sur lequel je vais investir du temps, puisque là, je vais investir du temps sur le fait de trouver du revenu Oui, plus, 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 plus qui... pérenne que c'est ça. de vendre 2 jeux par semaine, quoi. Oui, oui, on ne se nourrit pas des boîtes en carton et... Ah bah après, voilà, si c'était, il y a des boutiques qui fonctionnent très très bien, mais ça n'a jamais été le. En fait, la boutique Asynchron à l'époque, c'était un complément pour ceux qui, on l'a jamais mis en avant. Les prix qui étaient pratiqués étaient toujours des prix qui étaient prix public conseillés. Ce qui fait qu'en général, celui qui voulait acheter son jeu chez Philibert, bah, il avait intérêt à l'acheter chez Philibert parce que déjà le prix était moins cher, mais en plus il y a la carte de réduction. Donc en règle générale, tous ceux qui vendaient les jeux d'Asynchron avaient des prix 5 à 10 voire 15% moins chers que ceux que nous on pratiquait. Donc c'était plus pour des gens qui avaient envie de nous soutenir en fait. Ils se disaient bah tiens moi je trouve ça sympa d'acheter directement le jeu chez l'éditeur. Donc c'était vraiment voilà, ça proposait un service, mais c'était à la marge. Oui, il n'y a jamais eu de possibilité de mettre en place une synergie entre l'édition et la vente en direct comme ça.
Bah, j'ai voulu essayer, mais ça s'est pas fait. J'aime beaucoup le système de GMT, je sais pas si vous connaissez, le P500? Ça vous Oui, parle ou pas? Ouais. oui, c'est on Je produit quand on atteint la exactement, quantité voilà. estimée. Alors c'est un peu l'inverse de la campagne de souscription, si l'on veut, on pourrait le dire ainsi et j'avais envisagé de faire un P300 en l'occurrence, pour le marché français, c'est mieux, c'est plus adéquat, mais j'ai jamais trouvé le système informatique, la plateforme qui permettait de le faire et je crois qu'en fait, elle n'existe même pas, cette plateforme. Sauf à la développer soi-même et puis voilà, ça, c'est pas possible. J'ai regardé sur PrestaShop, j'ai regardé sur WooCommerce s'il y avait des modules pour, faire ce type de en fait, c'est un peu comme une souscription dans la mesure où il y a un objectif à atteindre, mais sauf que, je sais pas comment ça marche chez VMT, je sais pas s'ils débitent la carte bleue tout de suite. Parce que Ulule, par exemple, la carte bleue, elle est pas débitée. Tant non, pardon, non, Non, c'est le Ulule, contraire. c'est tout de suite, ouais. C'est Ouais, KS Ulule, qui... c'est KS où c'est débité que si la campagne réussit. Ouais. Sur Ulule, alors eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils débitent la carte et puis si jamais la campagne ne réussit pas, ils remboursent. Mais ça implique des systèmes bancaires assez pointus. Donc moi, j'ai pas trouvé la solution. Moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est pouvoir dire, bon, on fait un P300, mais comme Kickstarter. On fait un P300, on enregistre l'empreinte, et si on atteint les 300, pam, là, on encaisse, et puis avec ça, on lance le truc, quoi. Mais j'ai pas réussi à trouver la solution techniquement en France pour le faire. Dans les dernières choses qui posaient question, et, c'est donc la Saint-Conve, donc qui Hmm. aura lieu du 3 au 7 juillet. Oui, Et avec un chouette programme. alors justement, dans un message, vous disiez que c'est complètement décorrélé d'Asynchron. Oui. Euh, voilà, bah, juste pour avoir plus d'explications, parce que c'est vrai que on était nombreux à, pareil, se poser la question de est-ce que c'est, vu le nom, etc., est-ce que c'est la Hmm. même chose, pas la même chose? Est-ce que la fin d'Asynchron a un impact sur l'Asynchron ou pas du tout? Donc, Alors, pas du tout, puisqu'effectivement, l'asynchrone, c'est c'est une marque qui m'appartient et qui a pour vocation à faire une convention de jeux, de société, d'histoire et de stratégie, et qui est ouvert à tout éditeur, tout auteur qui est dans ce cadre des jeux de société, d'histoire et de stratégie. Sauf que quand j'ai voulu le faire, quand j'ai initié le truc il y a 3 ans pour faire la première édition, il fallait bien que je parte de quelque chose. J'ai trouvé logique de faire une sorte de filiation et de pas créer quelque chose genre convention de stratégie de je ne sais quoi, avec un logo, on ne sait pas ce que c'est comme logo, on ne sait pas d'où ça sort. Là, on aurait pu me dire à l'époque, bah, pourquoi tu fais voilà, ça n'aurait pas marché. Alors que là, il y avait l'idée que quand même, on se basait sur un catalogue de jeux asynchrone pour faire cette première édition. Mais là, si vous regardez le programme de l'asynchrone, il y a un, deux, il y a 2 jeux qu'on a localisés, de chez Phalanx, Successor et Hannibal. Il y a Wings of Glory qu'on a aussi localisé. Et Mega Empire, c'est Ares maintenant. Hubris, c'est GMT. Fire in the East, bon, c'est Feu GDW. Europe and Turmoil, c'est Compass. Et Stand, c'est GMT. Et alors, je suis hyper content, on a Gist of Homing Hood. Gist of Homing Hood. Donc, ça, c'est l'adaptation du système coin pour 2 joueurs dans l'univers de l'Angleterre du 11e, 12e siècle, je crois, de mémoire. Donc, on va jouer pour 2 joueurs qui évoquent les révoltes paysannes, la collecte des impôts féodaux et les activités des hors-la-loi dans l'Angleterre médiévale de la fin du XIIe siècle. Et alors, apparemment, c'est un jeu hyper rapide. On peut faire une partie en 1 heure et demie.
Voilà. Donc, l'ambition de la 50, c'est de devenir un moment pour tous les joueurs qui aiment les jeux d'histoire et de stratégie. Et c'est pas forcément des jeux de guerre. Freedom, par exemple, aura toute sa place. Euh, J'ai un autre exemple en tête, mais il m'a échappé. Voilà, c'est pas forcément des jeux de guerre. Il peut y avoir du wargame. Là, on a Fire in the East, donc c'est énorme. C'est un jeu. Le plateau tient sur une table de ping-pong. Il y a 2500 pions et compteurs. Et j'espère, ils sont déjà 5. J'espère qu'on va arriver au 8, parce que c'est une partie qui a joué à 8, 4 contre 4. D'un côté, on a le groupe d'armée centre, le groupe d'armée nord, le groupe d'armée sud. Un joueur qui fait l'OKV, l'aviation, et puis en face, c'est l'équivalent. Bon, ils finiront pas la partie, hein. Mais ils vont se faire plaisir. Sur 4 jours, ils vont se faire plaisir. Ok. Et donc, pour clarifier les choses, c'est bien une structure indépendante Oui, tout à fait. et qui a vocation à continuer, j'imagine. Les autres années, je parle. Ah, bien sûr. Ah bah oui. Surtout que là, on a une belle progression en termes d'inscription. Donc, et puis, de toute façon, j'ai une jauge. Donc, c'est une jauge à 80 personnes. Parce que je veux qu'on conserve des conditions très sympas. Ce qui est le cas, la salle des fêtes est cool. Euh, il y a un maximum une vingtaine de tables. Donc, ça permet d'avoir quand même de l'espace. C'est relativement bien insonorisé. Donc, on n'a pas cette sensation un peu de cantine ou de brouhaha. Voilà, c'est cosy, quoi. Ce qu'il faut, hein, pour des jeux comme ça. Et la promesse, c'est que celui qui vient 4 jours, il terminera au moins 4 parties. Et on ne parle pas de petits jeux, hein. Une partie par jour, ça c'est ma promesse. Et en général, ça se passe plutôt comme ça sur les 2 premières éditions. Et le soir, c'est off. C'est off, c'est-à-dire que le soir, eh ben, c'est là où on va pouvoir, pour ceux qui animent leur jeu, ou les auteurs, ils vont pouvoir aller jouer à d'autres choses. Et puis, on va retrouver des prototypes. L'année dernière, par exemple, on avait quand même comme invité d'honneur, si on veut, Phil Eklund, l'auteur notamment de BIOS Genesis. Et on avait donc BIOS Genesis. Et il avait le prototype d'un jeu qui se passe dans les Caraïbes, je ne me souviens plus du nom, mais enfin, c'était un prototype d'un jeu qui va sortir peut-être, voilà. Agents of Robin Hood, ça sort chez GMT en anglais, et là, c'est tout. Et donc, on va avoir en avant-première l'auteur, c'est un classe quand même. Ok, bah Et c'est Hubris, noté. c'est pareil. Hubris ça va sortir incessamment. Enfin, je pense que cette année, ça sort chez GMT. Et voilà. Alors après, voilà, c'est des jeux vraiment. C'est clairement, c'est des jeux d'histoire et de stratégie. Après, il y a des choses qui sont un peu plus. Mega Empire, par exemple, bon, Oui, ça là, couvre 8000 ans. Bon, c'est pas. Bon, c'est de l'histoire et de la stratégie, bien évidemment, mais c'est moins précis qu'un jeu comme Hubris ou comme Here I Stand, quoi. ok, ok, bah merci pour les précisions. Peut-être une petite info aussi, il me semble, pareil, hein, je pense pas dire de bêtises, mais je crois que il y a possibilité pour ceux qui ont pledgé Falling Sky de le retirer à la Syncombe, c'est ça? Exactement, ouais. Alors, pour ceux qui ont souscrit à Phoenix Sky et qui n'auraient pas payé des frais de port, ben, vous pouvez le récupérer à son compte. Ceux qui auraient payé des frais de port, on leur remboursera ou on leur fera un avoir sur la boutique éphémère qui aura certainement aussi à la Saint-Onge. Euh, Tout à fait, tout à fait. Ben, je pense avoir fait le tour. Est-ce que peut-être vous avez quelque chose pour terminer, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, un sujet ou vous avez envie de dire, ou sinon on peut se... Ben non, moi je suis content de pouvoir clarifier les choses par rapport à la dernière vidéo. Et puis ben, j'espère que ceux qui verront cette vidéo auront eu quelques informations à leur questionnement. Et puis moi je reste disponible hein, pour me contacter, c'est pas très compliqué. Donc voilà. Eh bien, Olivier Chanry, merci. Merci à toi, merci à vous, merci à toi. Voilà. Le tutoiement arrive en fin de vidéo. J'aime bien quand ça se passe comme ça.